Faut que je vous dise un truc, j'ai un nouveau crush. Il est beau, il est drôle. Bon, c'est sûr, il a des petites imperfections. D'ailleurs, j'ai un peu peur de vous le montrer et que vous lui trouviez tout de suite plein de défauts. Mais je sais pas, il a un charme fou et quand je l'ai vu, je me suis sentie bien. J'ai été totalement investie et j'ai passé 2 heures à sourire bêtement. Mon crush, c'est le film Matérialiste, réalisé par Céline Song et en salle depuis le 2 juillet. C'est un triangle amoureux entre une New-Yorkaise, son ex fauché et un millionnaire. Mais c'est aussi bien plus que ça. C'est un film qui tente de jeter un pont entre le cinéma d'auteur et la rom-com grand public. Un film qui ouvre plein de pistes de réflexion sur le dating et l'amour au XXIe siècle. Et je l'ai trouvé tellement fascinant que j'ai eu envie de lui consacrer un épisode en entier. Anaïs se fait des films. Se fait quoi ? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films ? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde, bienvenue dans Anaïs se fait des films, le podcast où je vous mets des gros tunnels sur les films que j'ai vus. Cette semaine, on va parler d'amour, et plus spécifiquement de comédie romantique, puisque Matérialiste est marketé comme tel, même si je ne suis pas sûre que ça lui rende service. Qu'est-ce qui constitue une bonne comédie romantique ? Est-il encore possible de trouver l'amour, le vrai, à l'ère du dating ? Comment choisir entre Pedro Pascal, le daddy d'Internet, et Chris Evans, le cul de l'Amérique ? Dans cet épisode, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Vous pourrez notamment entendre ma discussion avec Marie Telling. C'est mon amie et collaboratrice la plus proche, puisqu'elle co-présente avec moi le podcast Amis, et c'est aussi la personne vers qui je me tourne quand j'ai besoin d'une expertise en comédie romantique. Vous entendrez aussi mon interview avec Céline Song, la réalisatrice de Matérialiste, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de son passage à Paris. Mais avant ça, j'ai envie de vous parler de son film et vous expliquer pourquoi il m'a tapé dans l'œil. Dans la vie, tout est une question de timing. Il nous arrive parfois de tomber sur la bonne personne au bon moment. Et c'est un peu pareil au cinéma, parfois on tombe sur le bon film au bon moment. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais quand ça se produit, c'est comme une évidence. Ça paraît hyper naturel, comme si le film avait été placé sur votre chemin pile au moment où vous aviez besoin de le voir. Et je crois que c'est ce qui m'est arrivé avec Matérialiste. Matérialiste, c'est seulement le 2e long métrage de Céline Song. Son premier s'appelait Past Lives, il est sorti fin 2023, et ça parlait d'une immigrée coréenne qui vit à New York et qui recroise la route d'un amour de jeunesse alors qu'elle est désormais mariée. C'était une exploration plutôt mélancolique de ce que la vie de cette femme aurait pu être si elle avait poursuivi son histoire avec cet ex. Le film avait été sélectionné au festival Sundance et il avait un rythme plutôt contemplatif, une intrigue très dépouillée, introspective, dépourvue de conflits et de grandes scènes dramatiques. Personnellement, j'avais pas trop réussi à adhérer, je trouvais que c'était un film qui manquait un peu de substance. Mais je dois aussi dire que pour le coup, pour moi, c'était vraiment le mauvais film au mauvais moment. À première vue, Matérialiste explore une thématique très similaire à celle de Past Lives. Ça parle d'une femme new-yorkaise, Lucy, jouée par Dakota Johnson, qui recroise par hasard son ex et qui se retrouve partagée entre ses sentiments pour lui et son attirance pour un nouvel homme qui est plus riche et plus stable. Ça peut paraître un peu gros sabot, mais ce qui est bien, je dirais, c'est que c'est pas aussi binaire qu'un choix entre l'amour et l'argent. Contrairement à ce qu'on peut parfois voir dans certains récits romantiques, là, il n'y en a pas un des deux qui est secrètement tordu ou mal intentionné. Les 2 hommes sont parfaitement respectueux et sont chacun à leur manière des options très séduisantes. Petit aparté, on dit souvent que dans une relation, il vaut mieux ne pas trop parler de ses ex, mais je pense que cette règle ne s'applique pas au mariage de Céline Song, parce que son conjoint n'est autre que Justin Kuritzkes, le scénariste de Challengers, un autre triangle amoureux entre une femme, son mari et son ex. Personnellement, je donnerais très cher pour assister au dîner de famille entre Céline Song et Justin Kuritzkes, mais bref. Definitely didn't expect to run into you tonight. I missed you. Yeah, you don't even remember my face. Lucy M., the eternal bachelorette. You can do better than me. My instincts are usually right. Hi. Wow. You know how to do the math, don't you? Not gonna marry him, are you? Why not? Because he's good looking and rich. When I see your face, I see wrinkles and children that look like you.
Je l'ai dit, Matérialiste a été marketé comme une comédie romantique. En tout cas, c'est vraiment le message qui ressort des bandes annonces ou des posters qu'on peut voir affichés partout dans le métro. Et c'est vrai qu'avec son triangle amoureux, il a totalement une apparence de comédie romantique. En plus, c'est Dakota Johnson qui incarne le rôle principal. Elle est devenue très connue grâce à la trilogie 50 Shades. Et là, Matérialiste pourrait presque être lue comme la version non problématique de 50 Shades, puisqu'elle se retrouve à dater un homme très très riche et à être émerveillée par tout cet univers. Donc la filiation avec le genre romantique, elle est évidente. Mais il y a quand même un vrai débat sur le fait que ce film serait, oui ou non, une bonne comédie romantique. La rom-com, j'avoue que c'est pas mon genre de prédilection. C'est un genre que j'ai un peu consommé quand j'étais adolescente. J'ai grandi à l'ère Matthew McConaughey et Jennifer Lopez. J'ai beaucoup revu Comment se faire larguer en 10 leçons, La revanche d'une blonde, Un mariage trop parfait ou encore Princesse malgré elle. Mais moi, si vous m'écoutez depuis quelque temps, vous savez que mon genre de prédilection, ça a toujours plutôt été l'horreur. Et progressivement, je me suis détournée de la comédie romantique, sans doute par cynisme émo adolescent. Et aussi, je dois l'admettre, par mépris. La comédie romantique, c'est un genre traditionnellement populaire qui s'adresse plutôt à un public féminin. Et c'est aussi ça qui fait qu'il est souvent méprisé. D'ailleurs, parfois, on va carrément parler de chick flick, film de nana. Ce qui est totalement injuste parce qu'en fait, c'est un genre qui parle d'intime. Et donc, l'intime, a priori, ça nous concerne tous. Et je l'ai découvert un peu trop tardivement. Il y a quand même de très bonnes propositions dans le genre de la comédie romantique. Mais je crois que pendant longtemps, l'amour, c'est un sujet qui m'intéressait assez peu parce que je le trouvais futile. Et je trouvais que ce genre, qui est censé nous vendre un fantasme, offrait des réponses au pire cucu, au mieux simplistes, sur les relations humaines. Avant de parler plus en détail de Matérialiste, comme j'ai de grosses lacunes dans le domaine, j'ai eu envie de faire intervenir ma partenaire créative Number One, co-présentatrice avec moi du podcast Amis et experte de la romance dans la pop culture, l'incomparable Marie Telling. Bonjour Marie Telling. Bonjour Anaïs Bordas. Tu n'as pas vu Matérialiste de Céline Song, mais je crois que tu as très envie de le voir. Oui, disons qu'un triangle amoureux avec Dakota Johnson, Chris Evans et Pedro Pascal surtout. Enfin, Pedro Pascal dans une comédie romantique, je sais pas si c'est une comédie romantique, mais en tout cas un film romantique, c'est un coup de génie, quoi. Je pense que c'est une rom-com. C'est aussi un triangle amoureux, clairement. Après, je pense que c'est un film qui déjoue beaucoup ce qu'on attend des comédies romantiques. Moi, clairement, je suis beaucoup moins passionnée par ce genre que toi, même si je pense que tu as réussi à me convertir au fil des années. Mais je voulais te demander, pour toi, quels sont les critères d'une bonne comédie romantique, justement ? Je dirais le numéro 1, c'est vraiment l'alchimie. Il peut y avoir des comédies romantiques un peu plus médiocres, mais s'il y a une très bonne alchimie, je dirais même, par exemple, 10 bonnes raisons de te larguer. Non, c'est ça, hein ? Non. Avec Heath Ledger ? Non, alors c'est l'autre. Je confonds toujours. Matthew McConaughey. Ouais. Comment perdre un homme en 10 leçons. Ouais. Comment perdre un homme en 10 leçons. Excellent film. Ce film-là, qui est une de mes comédies romantiques des années 2000 préférées, je pense que c'est une des meilleures. Très clairement, au niveau de l'écriture, c'est drôle et ça fonctionne très bien. Mais c'est pas la comédie romantique la mieux écrite. Mais la raison pour laquelle ça reste un classique de cette époque-là, c'est qu'il y a une vraie alchimie entre deux leads très très charismatiques. C'est-à-dire que Kate Hudson et Matthew McConaughey sont extrêmement charismatiques et ça crépite entre eux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un des critères numéro 1. Critère number 1, l'alchimie. Critère numéro 1, l'alchimie, l'écriture. Ça, c'est vraiment très important. De toute façon, la comédie, en général, c'est un domaine où l'écriture prime sur la mise en scène, même si la mise en scène a évidemment son importance. Mais il faut que ce soit drôle. Enfin, c'est une comédie romantique. Donc, il faut que ce soit marrant. Et il faut que ce soit romantique. Parmi les premières comédies romantiques au cinéma, il y a beaucoup de comédies loufoques, par exemple, comme Bringing Up Baby ou New York Miami. Tout ça, c'est des comédies romantiques qui sont hyper bien écrites. C'est pas pour rien que Billy Wilder, par exemple, qui était un des meilleurs scénaristes de Hollywood, a écrit énormément de comédies romantiques. C'est un genre oui, Nora Ephron, c'est exactement vrai qu'on la connaît beaucoup plus pour son écriture que ses talents de réalisatrice, même si elle a aussi réalisé certaines de ses rom-coms. Ce qui me marque dans Quand Harry rencontre Sally ou Nuit blanche à Seattle de Nora Ephron, c'est l'écriture et c'est aussi ce que ça capte. Pour moi, une bonne comédie romantique, ça capte un moment aussi dans notre relation à l'amour et notre relation au couple. Et je pense qu'on méprise beaucoup trop les comédies romantiques en pensant que c'est superficiel, alors que c'est souvent un des genres qui reflète le plus justement les évolutions sociétales et les évolutions intimes à travers l'histoire. Et je dirais aussi, ce qui est important, c'est quand même, il y a des codes de la comédie romantique et les fans du genre, ils ont envie de voir ça aussi. C'est marrant de les déjouer, c'est marrant de les détourner, mais je pense qu'il faut aussi en avoir une très bonne connaissance. C'est quoi les codes un peu incontournables ?
Plus que des codes, c'est des tropes, je dirais, mais s'amuser des scénarios un peu typiques et les réinventer, c'est-à-dire que c'est les enemies to lovers, c'est l'histoire d'amour impossible, c'est le les deux meet cute aussi, enfin la le meet- rencontre un peu accidentelle. Exactement. Moi, c'est un des trucs qui m'a toujours un peu frustrée avec ce genre, c'est à quel point il a pu impacter en fait notre propre compréhension de l'amour et nos propres attentes de l'amour. Je pense qu'on a vraiment toutes grandi, notre génération, avec l'idée que on pouvait changer les hommes et qu'un homme qui ne voulait pas s'engager, on pouvait, en étant suffisamment incroyable, le transformer, tu vois. Et j'ai l'impression que je vois moins ça dans les comédies romantiques actuelles. Enfin, j'ai l'impression qu'on a enfin dépassé ce truc de le célibataire endurci va enfin changer, alors que j'ai l'impression que c'était quelque chose de très très prévalent pendant longtemps dans le genre de la romance, quoi. Bah oui, mais parce qu'en vrai, ça fait rêver. C'est-à-dire que c'est un fantasme, donc évidemment qu'on a envie de le voir à l'écran. Mais je pense qu'on reproche un peu trop aux comédies romantiques. Enfin, c'est vrai que les comédies romantiques peuvent être réac et l'ont longtemps été, mais elles peuvent aussi accompagner des changements. C'est-à-dire que on leur reproche un peu trop de refléter nos propres idéologies et nos propres fantasmes qui sont au fond parfois un petit peu réac aussi. Et du coup, on néglige un peu trop l'aspect plus subversif des comédies romantiques. C'est-à-dire que dans les années 30, il y avait plein de comédies romantiques qui étaient des comédies romantiques de remariage parce que c'était pour déjouer la censure de Hollywood. Et par exemple, c'était les premières fois où on voyait Katharine Hepburn, elle était abonnée à ces comédies-là. Ouais. Ou Miss Girl Friday aussi. Miss Girl Friday, Philadelphia Story, des choses comme ça. C'est quand même une des premières fois qu'on voyait une femme forte, indépendante, à l'écran, qui a une histoire d'amour qui à la fin va être un peu matée, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est la femme indépendante qui renonce un petit peu à son indépendance et pour le charme d'un homme, qui est domptée, quoi. Mais il n'empêche que c'était la première fois qu'on voyait des images de femmes comme ça à l'écran. Longtemps, les comédies romantiques, ça a été une façon aussi d'avoir des histoires de femmes à l'écran, ce qu'on n'avait pas dans d'autres films. Et c'était le genre féminin, donc un genre qui était méprisé et décrié et considéré comme superficiel. Mais du coup, c'était aussi un genre où on voyait beaucoup plus d'histoires de femmes et qui a parfois accompagné des révolutions. Enfin, le fait que, par exemple, Crazy Rich Asians ait été un des films emblématiques de la diversification d'Hollywood, enfin du fait qu'il y ait plus de diversité à l'écran. C'est vrai que j'ai l'impression que dans les avancées de représentation de ces dernières années, que ce soit Crazy Rich Asians ou Fire Island. Fire Island pour la première rom-com gay, grand public, etc. Ou Happiest Season, qui était vendu aussi comme la première rom-com lesbienne. C'est des films qui peuvent parfois être imparfaits, mais c'est vrai que c'est par le genre populaire, parce que la comédie romantique c'est populaire, qu'on peut aussi faire des avancées dans la représentation. Oui, carrément. Parce que même si tu regardes The Apartment, La Garçonnière, par exemple, le personnage joué par Shirley MacLaine, c'est un personnage qui est assez révolutionnaire pour son époque aussi. C'est une femme qui travaille. On est au début des années 60 même, je crois qu'on est en 1960. Elle a une liaison avec son patron, quoi. Yes, girl. Ce qui est hyper intéressant avec Matérialiste et assez novateur, j'ai trouvé, c'est la manière dont le film parle d'argent, c'est dans le titre, et j'ai l'impression que dans les rom-coms cinématographiques, c'est un truc qui est très frais, que j'avais pas forcément vu. Je dirais que dans les rom-coms, la question financière, elle peut vraiment être présente. Si tu penses à Pretty Woman, avant d'être une relation romantique, c'est une relation transactionnelle et consumériste dans laquelle on va infuser du romantisme, quoi. Dans la littérature, dans Orgueil et Préjugés notamment, qui est peut-être celui que je connais le mieux, la question de l'argent, elle est présente dès la première phrase, de dire en fait on a besoin d'un bon parti, si on en est amoureuse c'est cool aussi, mais l'argent est très important pour réussir en matière d'amour. Dans tous les livres de Jane Austen, l'argent est au cœur du récit parce que elle-même était d'une famille désargentée. Son père était un gentleman, mais comme il était, je crois, le dernier de sa fratrie, il était pauvre. Et donc, elle a pas mal souffert de ça et elle infuse ça dans tous ses livres. Il y a Mansfield Park où c'est une cousine pauvre qui va vivre avec ses cousins plus riches. Dans Emma, c'est le seul de ces personnages justement qui est autonome par rapport à son argent, qui est très riche et qui du coup ne veut pas se marier et qui va se marier exclusivement par amour. Dans Persuasion, c'est l'histoire d'une vieille fille qui est une vieille fille parce qu'elle avait renoncé à son amour de jeunesse parce qu'il n'était pas assez riche. Donc dans tous les livres de Jane Austen, il y a un aspect financier. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est des comédies de mœurs.
Et ça dit beaucoup, justement, de la situation, de la condition des femmes à l'époque dans l'Angleterre de la Régence. Puis, par exemple, au cinéma, dans les décors de rom-com, moi, en tout cas, celles avec lesquelles j'ai grandi, j'ai quand même l'impression qu'on est toujours dans de très beaux appartes, dans des décors assez idylliques, avec des beaux costumes, même si ça peut varier. C'est rare de voir des comédies romantiques avec des personnages qui sont pauvres. Après, il y a quand même des comédies romantiques qui touchent à la question de l'argent et qui sont pas exactement dans les mêmes... Je pense à La Garçonnière, même si quand on avait vu ensemble, toi, tu trouvais pas que c'était vraiment une comédie romantique, ou je pense à Punch Drunk Love, ou même à Notting Hill, tu vois, où t'as une différence aussi majeure de statut entre les deux personnages et tout ça. Et lui, il roule pas non plus sur l'or dans le film, ou 4 mariages en enterrement. Il y a aussi, ils ont des beaux mariages ou des trucs comme ça, mais quand on voit lui là où il vit, c'est assez réaliste quand même. Enfin, je pense que dans les comédies romantiques hollywoodiennes des années 2000, il y avait ce gros truc du très bel appartement et tout ça. Ouais. Mais parce qu'on était arrivé dans une période où les comédies romantiques étaient hyper formulaïques et où elles étaient juste là pour faire rêver de façon un peu basique. Est-ce que tu penses que une bonne comédie romantique doit se conclure forcément par un mariage ? Non, pas par un mariage. À la fin, t'as quand même le truc de ils se mettent ensemble, tu vois, ou ils se remettent ensemble. Oui, ou, normalement, dans les codes de la comédie romantique, ça se finit bien. Et comme le principe de tout le film, c'est qu'on se demande s'ils vont se mettre ensemble. Et même le plaisir de regarder une comédie romantique, souvent, c'est de savoir ce qui va se passer à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un côté réconfortant dans le fait que on s'embarque dans ce voyage et on se laisse porter tout en sachant très bien qu'on va atterrir de façon très très sympa à la fin. Ouais. Donc ça fait partie du charme des comédies romantiques. Après, il y a des exemples de comédies romantiques qui ne se finissent pas par des unions. Le premier qui me vient en tête là, c'est Vacances romaines, et ça reste une excellente comédie romantique. Mais c'est vrai que c'est plus c'est un exemple un peu plus unique dans le genre. Il y a un des plus gros clichés de la comédie romantique, et pour moi qui est un des plus savoureux, c'est le grand geste romantique. Et donc généralement, c'est le personnage qui court à l'aéroport ou qui va en haut de l'Empire State Building, ou enfin qui fait vraiment quelque chose d'un peu éprouvant pour déclarer son amour. C'est quoi ton geste romantique préféré du cinéma ? Le premier qui me vient à l'esprit, parce que c'est mon film romantique préféré, c'est pas très original, c'est Quand Harry rencontre Sally, c'est le sprint final le soir du Nouvel An pour être là pour les 12 coups de minuit, et quand Harry veut dire à Sally qu'en fait, il ne veut passer du temps qu'avec elle, quoi. Ouais, j'avoue que c'est aussi, je pense que c'est difficile de faire un autre number one que celui-là, quoi. Merci beaucoup, Marie. J'ai très hâte que tu vois Matérialiste. Tu nous enverras un petit... Peut-être d'ici 1 an ou 2. Ouais, voilà, un petit vocal quand tu l'auras vu. Après avoir parlé avec Marie, je me demande si Matérialiste coche vraiment toutes les cases d'une bonne comédie romantique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a coché toutes mes cases à moi. Je suis souvent partagée entre deux aspects de ma personnalité, un qui est peut-être beaucoup plus naïf, idéaliste et romantique, et un autre qui n'a confiance en personne, qui a longtemps vu le couple comme une forme aliénante de domesticité et qui pense que toutes les relations amoureuses sont vouées à l'échec. Et pour moi, un bon film romantique, c'est un film qui parvient à résoudre la tension entre mon cynisme sur les rapports humains et mon envie de croire, malgré tout, à l'amour durable. Matérialiste, pour moi, maintient très bien cet équilibre, en tout cas il y arrive pendant un bon moment. Lucie, le personnage principal, est matchmakeuse ou entremetteuse. Et au début du film, il y a une scène que j'ai trouvée vraiment géniale. Elle rend visite à une de ses clientes qui est sur le point de se marier, mais qui a une grosse crise de conscience. Ça aussi, c'est un classique du genre, la mariée qui stresse juste avant d'aller à l'hôtel. Là, quand Lucie arrive, la cliente est en larmes et elle lui dit « J'en reviens pas que j'ai choisi ça, de devenir une épouse ». Et elle le dit avec un tel dédain que j'ai trouvé ça vraiment subversif pour ce qui est censé être une rom-com. Et puis, pour lui remonter le moral, Lucie demande à sa cliente pourquoi, au fond, est-ce qu'elle a envie de se marier. Elle lui dit que peu importe la réponse, elle ne la jugera pas, et la cliente finit par admettre que si elle se marie avec cet homme, c'est surtout pour faire chier sa sœur. I have heard every reason why a person wants to get married. He makes my sister jealous. Et pour un film qui propose un discours sur l'amour, j'ai trouvé ça très frais et très subversif de démarrer avec une vision aussi cynique et pragmatique du mariage. Et Matérialiste est plein de moments comme ça qui soulignent toutes les pensées conflictuelles qu'on peut avoir quand on a à la fois envie d'être aimé et la peur de s'enfermer dans quelque chose de très rétrograde, l'envie de conserver notre propre autonomie et de ne pas être défini uniquement par le couple.
mais aussi le fait de vouloir une sécurité financière ou émotionnelle, sans forcément vendre notre âme au diable pour l'obtenir. Le film essaie de souligner tous ces ressentis contradictoires qu'on peut avoir par rapport à l'amour. En gros, Matérialiste est toujours sur cette ligne de crête entre romantisme et cynisme. J'ai trouvé que c'était très réussi, et ce qui m'a frappé avec le film, c'est la manière dont il refuse aussi de choisir, clin d'œil, entre deux grammaires cinématographiques. D'un côté, celle du film d'auteur, avec des incursions plus expérimentales et un style visuel assez affirmé, et de l'autre, celle du film grand public plus conventionnel, au sens neutre du terme, c'est-à-dire que c'est un film qui fait appel à toute une gamme de conventions familières. Les stars incroyablement sexy et bien coiffées, les tenues et décors très lisses, une photo plutôt chaude, des images parfois un peu génériques. Le film est produit par A24, mais distribué par Sony. Donc c'est vraiment une œuvre hybride qui évoque plutôt les films de moyen budget, qui sont une catégorie en voie de disparition depuis plusieurs décennies, mais c'est aussi la catégorie à laquelle beaucoup de rom-coms ont appartenu traditionnellement. Soderbergh, par exemple, avec Hors d'atteinte, c'était l'exemple typique de ça. Un film de moyen budget qui était à la fois très populaire, mais avec du style et une vision de cinéaste très très affirmée. Je pense aussi que c'est la grosse différence qu'on peut faire entre Matérialiste et Past Lives, le film précédent de Céline Song. Je dirais que Past Lives, c'était un film d'art et d'essai avec un attrait grand public, alors que Matérialiste, c'est un film grand public qui a une coloration art et essai. En ce sens, j'ai l'impression que le film s'inscrit un peu dans la lignée de ceux de Greta Gerwig, notamment Little Women, qui est un chef-d'œuvre, qui conciliait vraiment une vision d'auteur et un format grand public, et qui contenait des monologues brillamment écrits et incarnés. Déjà, il y a celui très culte où Amy explique que le mariage est une proposition financière. I'm just a woman. And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. And if we had children, they would be his, not mine. They would be his property. So don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition, because it is. D'ailleurs, c'est une réplique qu'on entend aussi mot pour mot dans Matérialiste, donc la filiation est assez forte. Et il y avait aussi ce monologue dans lequel Jo explique qu'elle en a marre, que la vie d'une femme ne tourne qu'autour de l'amour, qu'elle a surtout envie d'écrire, de créer, mais qu'en même temps, elle se sent seule et elle aimerait bien être aimée. I just feel like women, they have minds and they have souls as well as just hearts, and they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. But I'm so lonely. Je trouve que c'est un des meilleurs films sur toutes les contradictions qu'on peut ressentir face à l'amour quand on est une jeune femme. Mais contrairement à Little Women, je suis pas sûre que Matérialiste arrive totalement à avoir le beurre et l'argent du beurre entre cynisme et romantisme. Le film maintient vraiment un équilibre très maîtrisé quasiment jusqu'au bout, mais il finit par basculer un peu plus d'un côté. Personnellement, c'est peut-être pas le côté que j'aurais choisi, mais vous me direz ce que vous en pensez une fois que vous l'aurez vu. En fait, pour moi, le plus saillant, c'est pas forcément le triangle amoureux, ni le suspense de avec qui Lucie va-t-elle finir. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que c'est pas une excellente comédie romantique. Par contre, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est la réflexion assez incisive que propose le film sur l'amour moderne, c'est-à-dire un amour qui est contaminé par l'ère des applis et le capitalisme débridé. En fait, dans ces dialogues, le film oppose sans cesse l'amour et le dating. Lucie est matchmaker, elle travaille dans une agence matrimoniale de luxe à New York. Donc son job, c'est de trouver des partenaires potentiels à des clients selon toute une liste de critères. Et d'ailleurs, il faut préciser que le récit est inspiré de l'expérience personnelle de Céline Song, qui a elle-même été entremetteuse à New York au moment où sa carrière d'artiste n'avait pas encore décollé. Le matchmaking, c'est une pratique très particulière qui est réservée à l'élite financière. Mais dans le film, le procédé est très réussi, non seulement parce que c'est beaucoup plus visuel que si on regardait juste des gens swiper sur Tinder, mais aussi parce que tout ce que ça raconte, en fait, peut totalement s'appliquer à la logique des applis de rencontre. Surtout la manière dont les applis transforment la quête de partenaires en démarche consumériste déshumanisante, où on va considérer nos matchs potentiels comme des produits au supermarché et où l'on en vient même à se considérer nous-mêmes comme un produit de consommation. Pour illustrer tout ça, l'intrigue est entrecoupée d'apartés très drôles dans lesquels on va voir différents clients qui listent leurs critères face caméra, et c'est des critères souvent très spécifiques et désespérants, comme par exemple « je ne veux surtout pas quelqu'un qui aime les chats »,« surtout pas quelqu'un qui ait un indice de masse corporelle trop élevé »,
pas quelqu'un qui fasse moins d'1m80. On a évidemment des mecs de quasiment 50 piges qui refusent de dater qui que ce soit de plus de 28 ans. Et honnêtement, je pense que c'est assez réaliste sur l'état du dating à l'heure actuelle. I don't want someone who likes cats. I'm a dog person. Okay. What's your type physically? Fit. Just fit? Fit. I need to meet someone more grown. I have a beautiful client. She's 31. I wasn't really thinking 30s. C'est des moments face caméra qui rappellent un petit peu quand Harry rencontre Sally, Annie Hall ou Les Amours imaginaires. C'est une grande tradition de la comédie romantique et ça permet de très bien pointer du doigt l'absurdité qui est devenue la quête de l'amour aujourd'hui et le fait que le dating moderne, c'est un jeu dans lequel on finit souvent tous perdants. Pour illustrer ça, on suit une cliente en particulier qui s'appelle Sophie, qui a la fin de trentaine. Elle est jolie, intelligente, plutôt aisée financièrement, mais selon Lucie, elle n'a rien de particulièrement fort pour se démarquer sur le marché du célibat, puisque vraiment le dating est ramené pendant tout le film à une pratique capitaliste. Et donc Sophie, bon par contre Céline Song aurait vraiment pas dû choisir deux prénoms qui se ressemblent autant, mais c'est pas grave. Sophie, donc la cliente, peine à concrétiser ses rencontres en relation durable. C'est un personnage secondaire, mais personnellement, c'est celle qui m'a le plus émue et je pense que c'est vraiment celle qui détient les clés de ce que le film cherche à raconter. Retenez bien le nom de Sophie puisque j'ai posé une question à Céline Song la concernant dans notre interview. Donc ça, c'est tout l'aspect un peu satire du dating du film. Et puis, il y a toute la partie plus rom-com, le fameux triangle amoureux entre Lucy, son ex John, joué par Chris Evans, qui est un acteur fauché dont elle s'est séparée à cause de leur galère d'argent, et Harry, joué par Pedro Pascal, qui nous est présenté comme, je cite, une licorne, c'est-à-dire un homme qui est à la fois beau, riche, intelligent et respectueux. You are what we call a unicorn. An impossible fantasy. Et à travers leurs deux profils, Céline Song va souligner la tension principale du film, qui est celle de l'argent. Et je crois que j'avais rarement, voire peut-être jamais vu un film qui a toutes les apparences d'une rom-com, mais qui parle d'argent de manière aussi frontale et aussi réaliste. Il y a un moment où Lucy dit qu'elle gagne 80 000 $ annuels avant impôt, et cette scène est d'une telle franchise que ça m'a complètement scotché. Cette recherche de réalisme, ou en tout cas de franchise financière, on la trouve aussi dans les costumes et les décors. Il y a beaucoup de productions hollywoodiennes qui vont être critiquées pour leur absence de réalisme, avec des personnages qui sont toujours très riches, qui vivent dans des penthouses et qui ne se posent jamais la question de l'argent. Alors que Matérialiste a une approche, je dirais, beaucoup plus chirurgicale et honnête sur le sujet. Le personnage de Lucy vit dans un bel appart new-yorkais, mais elle vit un petit peu au-dessus de ses moyens et ça reste un petit appartement en rez-de-chaussée. Le personnage de John, lui, il est carrément en coloc alors qu'il a 37 ou 38 ans. Et à côté de ça, on a le personnage de Harry qui, lui, vit dans un appart à 12 millions de $. On nous dit aussi combien il a coûté. Donc il y a une vraie volonté de représenter différentes catégories socio-économiques et de bien les représenter. Ça se voit aussi dans les costumes, dans les coiffures des personnages. Moi, dans la vraie vie, je trouve les conversations franches autour de l'argent très rafraîchissantes. Et dans un film aux atours hollywoodiens, je trouve ça encore plus stylé. Mon seul bémol avec le film, je pense qu'il concerne cet aspect rom-com. Je pense que malgré tout son pragmatisme, Céline Song est bien plus romantique que moi. Vous l'entendrez sans doute dans notre interview. Et même si je pense qu'elle parvient toujours à conserver cette tension et cet équilibre dans le film, j'ai été quand même un peu moins convaincue par le dernier tiers, qui m'a semblé moins maîtrisé et qui perd un petit peu cet équilibre très subtil pour basculer vers une conclusion qui m'a paru un poil trop naïve. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose plutôt d'entendre mon interview avec la réalisatrice Céline Song. Je me suis posé 1 milliard de questions en voyant son film. Faut-il arrêter de dater pour trouver l'amour ? Est-ce que finir en couple est forcément un happy ending ? Et je suis contente d'avoir pu lui en poser quelques-unes. J'aurais pu lui parler pendant des heures, je pense, mais je n'avais que 20 minutes et je vous laisse écouter ça tout de suite. Vous vous apprêtez à entendre la version intégrale en VO de mon interview avec Céline Song. Si vous préférez l'écouter en version française, sachez qu'elle existe aussi dans un autre épisode disponible sur votre appli de podcast. My name is Céline Song, and I'm the writer-director of Materialists. So you worked as a matchmaker for 6 months? Yes. What was it in that experience that made you want to turn it into a movie?
Well, I think that in those 6 months, I think I learned more about human beings and what's in their hearts than I think I did in any other part of my life. And also, I feel like the other thing is like it was an opportunity, my first opportunity to be close to people who work, kind of like hear their intimate desires, who are not artists. Because part of being in the arts is that you don't actually get to interact with people who are in like private equity. You know what I mean? Or like, I don't know, a pharmaceutical company or something like that. So it was amazing to sort of like get a kind of insight into how they answer the question, what do you want in a partner, right? So it was such a completely rewarding and a wonderful job. And then, of course, I feel like what really excited me is that the way that I could tell that the conversation with my clients would often end up in a series of numbers. Height, weight, income, age, what kind of job, lifestyle. I just gotten married. I knew that love and marriage really had little to do with those numbers because I feel like those numbers ultimately couldn't possibly cover what love is. But of course, something that I noticed also is that, well, marriage does actually have a lot of material things that are attached to it, including like you file for taxes together, for example, right? Do you do that in France? I don't know. Yes. Oh, yes, of course. Some people get married for that purpose. Yes, of course. I mean, because I feel like there's a great tax benefit, and of course, you can go into each other's hospital. You know what I mean? There's so many funny kind of like very practical side of a marriage. And meanwhile, I feel like love is something that is completely intangible and of course a great ancient mystery, which I know that the French audiences really know. I'm very curious about how this story about New York and then the way that love and money work in New York is going to resonate with the French audiences. I'm very curious. I mean, I love the film. Congratulations. Thank you so I forgot much. to say that, but yeah, I really love it. Do you think love and dating are totally impossible to reconcile? I don't think they're totally difficult to reconcile. I think dating is a game we all play to hopefully find love. But unlike a normal quest, finding love is kind of like trying to get hit by lightning. Right? You're trying to like get a miracle to happen. So I would say that like, you know, dating is a way for you to like walk around with an antenna and, you know what I mean? Like some metal spoons and then like going out into the field when there's a thunder, right? Yeah. So I think that's kind of the way that I think about dating. I think dating is the things that we're trying to do so that we are maybe able to, I don't know, face a miracle. Was the idea of that movie something that you had even before Past Lives? Yeah, well, I mean, of course. I mean, I feel like when I was working as a matchmaker, I was in my 20s. And that's when I knew that I wanted to write something about it. And I haven't really figured out how to make it work for a long time. And then I made Past Lives, and there was a time between when I finished making Past Lives and then when Past Lives was going to go to Sundance. So there was about like 6 months or so between when I couldn't work on Past Lives anymore and then when Past Lives was going to go to Sundance and start its life. I think that in those 6 months, I was going a little bit crazy because I knew that I was a filmmaker, but nobody else in the world did. So to really ease my difficulties, I was like, okay, why don't I just write my next movie right now? And I was like, well, I always wanted to crack the story about a matchmaker. So I started writing it then and I finished it then. And I got to go to the Oscars, which was so amazing. And then the next day, after the day after the Oscars, I flew to New York. And the day after that, I was in a scout van to start making Materialist. So that's how quickly it was. But for that to happen, I was dreaming about this movie even before Past Lives went to Sundance. Yeah, and the two movies feel kind of related or connected to each other because they explore similar themes, although not exactly in the same way. Yeah. But it is still a woman who's at a crossroads and trying to figure out her place through two different men who offer two very different options to her. Yeah, I would say that Materialist is a love triangle, but I don't think Past Lives is. Because Nora's really confirming her life there, isn't it? She's more like, I think it's more of a renewing the vows more than anything, you know? So I feel like there's no competition in that movie. In this movie, there's a little bit, but I do think that the one side is completely crushing the other, right? Just in terms of like what it is like to be in the dating market. You know, like Harry, he walks in and I don't even think that he is even remotely threatened by
John. So I think that it's really funny because I think that the whole time Lucy is faced with like trying to figure out what makes sense for her and also what's smart for her. Lucy from beginning of the film would probably look at Lucy at the end of the film and say, "You're so stupid," right? But the truth is that the Lucy at the end of the film will really think about the Lucy in the beginning of the film and also say, "You're very stupid." Because the truth is that Lucy at the end of the film is doing the only thing that one can do, again, when love is offered to you, which is to say, deal. I think your film also manages to reconcile two very different things because it's both fun, crowd-pleasing, romantic comedy, and also a small indie film with, big ideas and a visual style. Like the opening sequence is not something you would expect in a traditional rom-com. Of course. Was it a conscious effort to try to merge those two cinematic traditions? Well, I actually think that it has more to do with like my personal voice as a filmmaker more than anything. I usually just like write a script and then somebody at some point tells me what genre it is. So I wasn't really thinking like, man, I'm really writing a romantic comedy. I think it was more like, well, I know it's a love story. It's a movie about dating. And then it's going to be funny because I like writing funny movies. And then, of course, it's going to ask the audience to feel a lot because that's the kind of cinema I want to make. I don't know if I was trying to marry those two things, I don't think you would have gotten married. You know what I mean? You can't really try. It's more like, I think naturally it kind of ended up being that was the relationship. What I loved about it is that it's always riding the line between romance and cynicism and also talking very honestly about money, but also about love, which is intangible, but money is very tangible. Oh, yeah. Why was it important to you to make money such a big part of that film? Oh, yeah. Of course. I mean, money is something that I feel like I wanted to number numbers, and name names, because the truth is that that's how we talk really behind closed doors. I think that, of course, I don't think it's common in cinema for the main character to say what their salary is. Yeah. But it's movies called Materialists. The project has always been to really talk about dating as frankly as I can. And so much of dating really is in numbers. People fully ask their first dates what they make now. Like that's a common thing. So I feel like just because it's not seen in movies and TVs because we still believe that it's impolite. The truth is that we already live in a reality where numbers are going to completely rule even the moments where it's supposed to just be about your heart. So that's, I think, my relationship to it. I think it's so much more about like, I want to name names and number numbers about, how much everybody makes and how much it actually impacts the way that they approach all their decisions too. And also be realistic in the film with the costumes and the sets trying to represent very different socioeconomic Of course. I mean, it's always also a question of like, well, what would they want to aspire to? Because my thing is like everybody's, except for John, Harry and Lucy are both aspirational, right? So Lucy is going to, of course, pay, just like most New Yorkers, I don't know if this is true in Paris, but pay higher rent than that she should probably afford. You know what I mean? Like she probably shouldn't be going for an apartment that expensive, but she will because so that she doesn't have to live with roommates. So it's always this thing where it's like sometimes it's about a psychological portrait of a person in the way that how they run the budget. Some of like Lucy's outfits, I'm like, I think that, something that was really important for me and my costume designer, for example, was that like, Katina, the thing is like when we were talking about it, we're like, well, she probably saved up for that dress and then she probably wears it anytime that she has to wear something like that. That's a pretty common thing that a lot of working women do. We don't wear dress once. So it doesn't mean that her wardrobe is going to be only consist of things that make sense for her income. It's more like, well, what makes sense for her to stretch? And I honestly really love talking to my department heads about the psychology of money, the character of money, right? Like how to tell the character story through real estate, and outfits, and then how she's going to do her hair. Like so many of those things are going to be so connected to what's going on with them. Like what kind of a pomade does Harry wear and what kind of like a cheap grocery store gel does John use for his hair, right? To get it together. So it's like kind of like every single one of those details. It was so fun to go to every department and to get to talk about it.
the way you tailor the costumes for every character, I also feel like I found that in the directing, where depending on the scene, on the character, you have different approaches. Yeah. So how did you conceive of the visual identity of the film? Because you have like that single take in the restaurant, but then you have like a 70s thriller when she's stalking her former client, and then the romance. Like, how did you make it all work together? Well, I feel like it is really about the story. You're always trying to get to a decision about the look of the film that feels completely, it's the only possible way to do it. Because of course there's 1,000 beautiful ways to shoot a scene, but to really find the one that's right for this movie, it is all going to come down to, actually that should feel a little colder. Of course, we all love warmer image, but it has to be colder because this is where Lucy is. She's in a colder place than she will be 30 minutes from now. Some of those decisions I'm able to even make because the actors are so good. I can't do that unless the actors are showing up, memorized and ready to work and are great. That's the power of having actors who are brilliantly talented, And that allows me to do a oneer. I read that you used more handheld for John and then a dolly for... This is something that my DP and we were talking about as like, who are these characters as camera movements? And of course, the answer was very like, Harry is usually moving in dolly. We got to lay a track. He's always walked a track in his life, so we have to lay a track. Lucy is a Steadicam. She's the center of gravity. And meanwhile, John, we were like, well, this is the Uncut Gems side of the movie. You know what I mean? Like this is the chaos. So we're gonna do a little handheld with them. I was very touched by the scene where Lucy almost runs back to Sophie. And it feels like that's the big romantic gesture of the film. I know, I agree. That's the way you thought of it? Yeah, of course. I think that it's like, that to me is the run to the airport. Exactly, right? yes. So to me, but I think that I think it's very important that it is to Sophie because I feel like she was responsible for her. So I think that she feels so much of like the second half is about her tremendous amount of guilt. It's the most romantic scene, Yeah, I agree. To say you're going to find the love of your life. But this time she means it. Spoiler warning. La question que vous vous apprêtez à entendre parle de la fin du film. On est resté assez vague avec Céline Song, mais si vous voulez vraiment ne rien entendre sur la fin du film, avancez de 30 secondes. Should we see the ending of the film as a truly happy one? Oh, interesting. I think it's so happy, but I think it's just happy because there are two people in love and they get to be together. It's very hard when financial hardship continues for too long for a relationship to thrive in that. I don't think that it's impossible, but I think that it is hard unless there's really good communication and really good care around that and also just tremendous amount of love. So I think that just like any marriage, because of how high the divorce rate is, I think it's 50-50. They're going to last. But I'm going to bet on them lasting because I love them. But, who knows, 50-50. Yeah, I feel like when it comes to happy ending, well, two people who love each other get together. That's a happy ending. But I love that it's happy but realistic. Yeah. Because we don't know if the same problems might come up. Of course. And also the thing about movies, it's called materialist, and therefore the most romantic lines in the film are words like deal or how would you like to make a very bad financial decision? It's a very romantic line if you think about it. And then you're like, well, only in this movie though. In another movie, it's a financial line. But I think in this movie, it's the most romantic gesture ever. For all the single people watching this film, if finding love now has become such a consumerist, capitalistic endeavor, are we totally doomed? No, I don't think so. I think it has to start with oneself. Because you can't keep seeking it in a place where they don't have it. I feel like the truth is making a list is an easy way to rule out so many people from possibly being the love of your life. In America, the average income is $35,000. And it's one of the most richest countries in the world. So when we're talking about $1 million, we're talking about a $12 million apartment. And you're saying that, well, the only person that I will date is somebody who has a $12 million apartment. To me, what you're saying is you're saying no to the possibility of love from almost anybody in the US. The average height of an American man is 5'8". If you say I only want to date somebody who's over 6 feet tall, which a lot of people do, then you're dealing with the same thing. That's not even average.
you're ruling out way more than half the country. And you're like, well, if that's your deal breaker, then what's going to happen is that you're going to start, like, this is not a luxury car sale, right? Like, it's kind of like, there's no, like, they can't just make more Maserati, right? It's like, it's just unfortunate to really think about it in terms of, like, those are the kinds of things that you're asking for from a person, instead of the only thing that we're entitled to from people that love us is that they love us. That's it. So I think if you remember that, then I think that it is possible to find love. I think that it is really, really hard if you start to make lists of things that you won't do. Because love is hard as it is, right? To find, it's a miracle when it happens. So for you to then be like, well, I'm only gonna do this, I'm gonna only do that, right? I won't lower my standards. And you're like, well, standards is an interesting way to talk about, are you open to another human being? I think the only standard should be like, well, you should not accept a situation where they don't love you. I think that standard should be very high. Because I mean, people fully stay in relationships where they don't love you anymore, and because they're 6 feet tall. And you're kind of like, absolutely, that's not a standard that you can lower. The standard has to be as high as this person loves you. But everything else, you might be 6 feet now. By the time we're 90, which is when we hope to be together, when we're 90, by the time we're 90, we're all gonna be 5'8". Yeah. We're gonna shrink. Thank you so much. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moi vivre. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? En ce moment, au cinéma, il y a d'autres films qui parlent d'amour. L'un d'entre eux, c'est Lovable de Lilja Ingolfsdottir. Je ne sais pas si je prononce très bien son nom. C'est un film scandinave qui raconte la séparation d'un couple, principalement du point de vue de la femme, Maria. C'est elle qui subit la rupture. Elle a l'impression que ça sort un peu de nulle part. Elle a 4 enfants à gérer. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'il a recours à un montage assez astucieux qui nous permet d'éplucher progressivement l'histoire du couple, de leur rencontre à leur séparation et aussi ce qui se passe après la séparation. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que ça montre très bien que dans un couple qui se désagrège, il n'y a pas toujours qu'un seul fautif. On éprouve énormément de compassion pour Maria, mais on arrive aussi à comprendre le point de vue de son mari. Donc c'est un film qui est très nuancé et très âpre sur la séparation, avec un personnage féminin pas toujours très sympathique. Et donc ça, évidemment, moi je suis toujours cliente. Il y a un autre réalisateur norvégien qui sort, lui, une trilogie sur l'amour, avec à chaque fois 2 jours d'écart entre les 3 films. C'est Dag Johan Haugerud, et ces 3 films s'appellent Sex, Love et Dreams. Il se trouve que j'ai vu que celui du milieu, Love, il était en compétition à Venise l'année dernière, et c'est un film un peu kaléidoscopique qui va aussi soulever plein de questions sur l'amour moderne à travers différents personnages, et sur l'intimité plus généralement. C'est un très beau film et j'ai très hâte de découvrir les 2 autres. Donc voilà, en salle ces prochains jours, vous trouverez aussi Sex, Love et Dreams. Parmi les gros blockbusters de l'été en salle actuellement, il y en a un que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est F1 de Joseph Kosinski. Some people look at Sonny Hayes. They see a guy who lives in a van, a gambling junkie who missed his shot, the best that never was. But I see possibility. I'm offering you an open seat in Formula One. The only place you could say, if you win, you are the absolute best. Kosinski, c'est le réalisateur de Top Gun Maverick, et c'était le 2e plus gros succès de 2022 au box-office, derrière Avatar 2. Donc, je pense qu'on lui a plutôt donné carte blanche pour faire ce film, et ça se sent. Le film dure 2h35, ce qui est peut-être pas nécessaire, puisque c'est globalement un film où des hommes très virils conduisent des grosses voitures qui font vroom vroom. Ça aurait pu s'appeler F1 Maverick, tellement Kosinski réutilise la même recette que pour Top Gun, puisque c'est une rivalité entre 2 hommes qui appartiennent à la même équipe, avec un jeune qui est plus arrogant et inexpérimenté, et un vieux dont on nous dit qu'il est has-been, mais en fait il a des capacités quasiment surhumaines.
Là, le vieux n'est pas joué par Tom Cruise, mais par Brad Pitt. Mais c'est un peu le même genre de rôle. C'est un vieux connard charmant qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer et que tout le monde sous-estime parce qu'il est plus dans le jeu depuis longtemps, mais il va prouver à tout le monde à quel point il est fort. Il explique aux jeunes pilotes comment piloter. Il explique à la meuf qui fabrique les voitures comment fabriquer les voitures. Il explique au mec qui change les pneus comment changer les pneus. Bref, il est meilleur que tout le monde. Mais en même temps, il est super humble et il pense au bien commun. Il est très généreux. Et puis en plus, c'est Brad Pitt. Honnêtement, c'est extrêmement divertissant. Les séquences de conduite sont ébouriffantes. Comme la série Friday Night Lights qui réussissait à rendre le football américain intéressant, là, ça a réussi à m'intéresser à la Formule 1, ce que je n'aurais vraiment pas soupçonné, même si j'adore Fast and Furious, donc j'aime bien quand même les voitures qui font vroom vroom. C'est très formulaïque, on voit exactement où ça va, et c'est même parfois un peu feignant dans les ficelles. On sent la tentative très opportuniste de reproduire le succès de Top Gun Maverick, en fait. Et aussi celui de Challengers, dont on peut sentir l'influence notamment dans l'excellente bande-son de Hans Zimmer. Une bande-son très propulsive qui est à la fois symphonique et électronique, et donc qui va un peu évoquer Challengers, mais il fait aussi un truc à sa sauce. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé une bande-son de Hans Zimmer, mais celle-ci, je l'écoute en boucle. Au moment où j'enregistre cet épisode, ça fait moins de 24 heures que j'ai vu le film, et j'en suis déjà à 178 000 écoutes sur Spotify, donc clairement, bravo Hans. C'est un film vraiment maximaliste, la surenchère dans le scénario est parfois proche du ridicule, mais pour un film de 2h30, avec quand même plusieurs moments qui m'ont vraiment fait lever les yeux au ciel, surtout tout ce qui concerne la romance entre Brad Pitt et le personnage de Kerry Condon, qui a 20 ans de moins que lui, mais bon bref, passons. C'est quand même un film très, très, très divertissant. J'ai rangé tous mes ongles jusqu'au poignet tellement j'étais stressée. J'ai binge-mangé mon popcorn d'angoisse. Donc j'ai trouvé ça très réussi, et en même temps ce qui est intéressant dans le film, c'est aussi son sous-texte, puisque F1 peut fonctionner comme un commentaire méta sur la carrière de Brad Pitt, une star des années 90 vieillissante qui revient et qui prouve qu'il a encore de quoi être le champion. Et c'est là que je suis un peu plus ambivalente, c'est que ce film-là contribue aussi à la machine à rédemption de Brad Pitt, dont l'image publique a été de plus en plus écornée ces dernières années, depuis qu'Angelina Jolie a demandé le divorce, en l'accusant d'avoir été violent envers elle et ses enfants. Et un peu comme Tom Cruise dans Top Gun Maverick, là, Brad Pitt bénéficie avec F1 d'un projet qui s'appuie sur l'image qu'on connaît déjà de lui et qui va la sublimer pour en faire une figure attachante, c'est-à-dire qu'il joue un personnage un peu has-been qui traîne plusieurs divorces, un problème d'addiction au jeu, un tempérament de connard, mais qui va pouvoir se racheter à travers ses actions dans le film. Et donc je pense que ça mérite quand même d'être interrogé. Pour rester sur des thématiques similaires, il faut aussi que je parle de Megan 2.0 de Gerard Johnston. Madame Forrester, on a un problème. On est à la poursuite d'une androïde autonome appelée Amelia, qui a été conçue à partir du même programme que Megan. Rien dans notre arsenal ne peut l'arrêter. Elle est devenue incontrôlable. Elle tue toutes les personnes qui ont contribué à sa création. Vous et Katie êtes les suivantes sur sa liste. C'est la suite de Megan, un film d'horreur que j'avais déjà trouvé assez décevant. Megan, c'est le nom d'un robot qui est doué d'intelligence artificielle et qui est utilisé comme un jouet pour les petites filles, mais qui va se révéler très dangereux. Donc c'était une sorte de twist moderne sur Chucky, mais vraiment beaucoup moins drôle ou subversif que le marketing viral du film avait laissé espérer. Je suis quand même allée voir le 2 avec curiosité et j'espérais m'amuser parce que moi, les films d'horreur, je prends quand même toujours. Et j'ai détesté ce film que j'ai trouvé affligeant à tous les niveaux, aussi bien artistiquement que politiquement ou moralement. Là, on dirait vraiment que ça a été créé par un algorithme pour maximiser ses chances de succès en salle, c'est-à-dire qu'on a une séquence d'ouverture qui est une séquence d'action et de film de guerre. On a une scène de soirée avec des tenues sexy, on a des scènes de danse, on a une scène de chant. Il y a des pistolets qui font piou-piou-piou, il y a des robots, il y a des blagues un peu graveleuses. Et donc tout ça est mis bout à bout pour former une espèce d'amas vraiment anti-divertissant. Je me suis profondément ennuyée devant ce film. Donc déjà, créativement, c'est un film qui est aussi dénué d'âme et d'aspérité et d'humour que ses personnages. C'est un peu la différence entre un nugget mou réchauffé au micro-ondes et un bon poulet rôti, c'est-à-dire que c'est pas un film, c'est un ersatz de film. Mais bon, ça, à la rigueur. Franchement, il y a beaucoup de films d'horreur ou de films hollywoodiens que je peux laisser passer devant mes yeux sans trop réfléchir, ça me pose pas de problème. Ce qui me pose vraiment problème, c'est la vacuité morale et politique de ce film, c'est-à-dire que c'est quand même un film qui prétend parler des dangers de l'intelligence artificielle,
et des bouleversements technologiques que notre monde est en train de connaître. On sait que ça crée des débats au quotidien autour de nous. Enfin, je sais pas vous, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de débats autour de ChatGPT, de comment mon métier va évoluer avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est des préoccupations qui sont très présentes dans l'esprit de beaucoup de monde à l'heure actuelle. Il y a aussi toutes les considérations écologiques et environnementales de serveurs comme ChatGPT. Et là, en fait, on a un film qui, non seulement n'a aucun point de vue sur ces questions-là, mais c'est même pire que ça. C'est que, en fait, ce qu'il nous dit est profondément dérangeant politiquement. C'est-à-dire que le seul personnage qui, en fait, émet un doute sur l'intelligence artificielle et les dangers qu'elle pourrait susciter, c'est le méchant. Et c'est un énorme psychopathe. Je dis pas que Megan 2.0 doit être un traité d'une redoutable intelligence sur les dangers de l'intelligence artificielle. C'est pas pour ça qu'on va voir ce film. Je suis pas non plus totalement débile quant à mes attentes concernant ce film. Mais quand on prétend être un minimum en prise avec certains enjeux très politisés du monde réel, et pour le coup, il y a quand même des séquences dans ce film qui se déroulent au Sénat, donc il y a une volonté de parler des enjeux de régulation autour de l'intelligence artificielle, on se doit de traiter le sujet avec un minimum de rigueur et d'intelligence, vraiment juste un minimum. Et pour être une vieille conne jusqu'au bout, cerise sur le gâteau, un des rôles principaux du film est joué par Brian Jordan Alvarez, qui est un acteur et aussi un showrunner d'une série qui s'appelait English Teacher, qui est sortie l'année dernière. Et au même moment, il a été accusé de viol par un de ses acteurs, qui était aussi son ex-partenaire. C'est une enquête qui était sortie dans Vulture, qui fait vraiment froid dans le dos. Et donc, j'avoue que moi, c'est pas un effort conscient que je fais de séparer l'homme de l'artiste. Quand j'ai lu une enquête absolument ignoble sur un mec et que je vois ensuite ce mec à l'écran, j'avoue que ça me dérange un petit peu. Donc, en plus d'être un film qui fait vraiment même pas l'effort minimum sur l'écriture et les blagues, c'est un film qui m'a offensé de plein de manières différentes. Et je pense vraiment que certes, vous pouvez le regarder et vous dire « bah ouais, c'était rigolo, c'était pas non plus si pourri que ça », mais en fait, vous méritez vraiment mieux en tant que spectateur. C'est un film qui est vraiment marketé comme un phénomène camp, avec un décalage, avec ce robot, tout ça. Mais pour que ça marche, il faudrait que ce soit rigolo, ce n'est pas le cas. Ou que ce soit intelligent ou subversif, ce n'est pas non plus le cas. Voilà, honnêtement, ça m'arrive assez rarement de détester des films viscéralement. Et je pense que je suis plutôt bon public et que j'essaye toujours d'aborder un film par le biais le plus bienveillant qui existe en moi. Mais là, c'est vraiment pas possible. Et pour finir, avec un petit peu de douceur malgré tout, je voulais vous parler de Elio, c'est le nouveau film Pixar actuellement en salle. Je veux me sentir à ma place quelque part. Ils sont venus m'enlever. Wow. Bienvenue, je vais régler votre gravité. Ça me va bien. Gravité activée. Wow. Puis-je vous prélever un échantillon d'ADN? Oui, tu veux. Ça fait quelque temps que Pixar est un petit peu en perte de vitesse créative. Je pense qu'après l'énorme succès de Vice Versa, que j'avais trouvé assez brillant, ils ont eu tendance à aller vers une surenchère existentielle dans les thématiques traitées. Et il y avait quelque chose de parfois un petit peu trop abstrait dans les Pixar qui sont sortis récemment. Celui-là, c'est un petit peu un retour au Pixar à l'ancienne. C'est un simple film d'aventure, mais c'est ça qui m'a beaucoup plu. Je dirais que c'est clairement pas le meilleur Pixar de tous les temps, mais ça a parfaitement accompli le job que ça devait accomplir. C'est-à-dire que j'y suis allée en me disant « je ne vais pas pleurer » et je suis ressortie en flaque humaine. Ça parle d'un petit garçon, Elio, qui vient de perdre ses parents dans un accident et qui est donc élevé par sa tante. Sa tante travaille dans un programme spatial et on comprend qu'elle a dû un petit peu freiner sa carrière professionnelle pour s'occuper d'Elio et que ça génère une certaine frustration chez elle. Et Elio, en plus du deuil de ses parents, il ressent tout ça, donc il se sent pas forcément bien accueilli. Et il va développer une obsession, et son obsession, c'est qu'il rêve d'être enlevé par les extraterrestres pour pouvoir être dans un autre monde que celui dans lequel il vit. Et donc évidemment, il y a quelque chose de très beau sur cette idée que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres gens avec nous dans l'espace. Une idée qui pourrait être menaçante et qui l'a souvent été dans la science-fiction, là, est plutôt utilisée comme quelque chose de très rassurant pour un petit garçon qui aimerait se sentir un peu moins seul et qui rêve d'être kidnappé parce que ce serait préférable à la vie qu'il mène. On va y retrouver évidemment toutes les thématiques Pixar habituelles, c'est-à-dire que ça parle de l'enfance et de la quête d'appartenance, de trouver sa place dans le monde. Mais ce qui m'a beaucoup émue, c'est que c'est aussi un film qui parle de solitude, et pas seulement de la solitude d'Elio, mais aussi la solitude des adultes. Une solitude qui peut être choisie ou non. Par exemple, sa tante, on comprend que c'est une femme de carrière, elle est célibataire, elle s'attendait pas du tout à se retrouver avec un enfant sur les bras, et c'est honnêtement le genre de personnage qu'on voit pas souvent au cinéma, et encore moins
dans des films pour enfants. Je vais pas vous spoiler, mais il y a une séquence où, en fait, plein de personnages vont s'allier pour trouver la solution à un problème. Et c'est des personnages qui sont tous à des endroits différents sur Terre et qui sont tous unis par leur passion pour l'espace. Donc on comprend qu'en fait, c'est sans doute plein de geeks qui, eux-mêmes, dans leur monde, se sentent un peu seuls. Mais en fait, ils forment une communauté tous ensemble. Et j'ai trouvé ce moment super beau. J'ai fondu en larmes. J'ai envie de pleurer rien qu'en reparlant. C'est une manière très, très belle, en fait, de montrer que la solitude, c'est aussi ça qui peut permettre de développer une passion, de développer sa propre créativité. C'est une vision très belle de la solitude. Ce qui est d'autant plus regrettable pour un film qui prône la bienveillance et l'affirmation de soi, c'est qu'en coulisses, il y a quelques mois, Disney a accepté de supprimer son programme d'inclusion et de diversité pour s'aligner avec un des nombreux décrets pris par Trump. Et puis, il semblerait, selon plusieurs articles qui sont sortis récemment, que Elio a été lui-même victime de censure, puisqu'il s'agissait au départ d'un film réalisé par Adrian Molina et qui devait avoir un propos queer plus affirmé, ou un sous-texte queer beaucoup plus affirmé. Et même si moi, je trouve qu'on peut encore déceler les sous-entendus dans le film, apparemment, la première version était beaucoup plus explicite, jusqu'à ce que la hiérarchie de Pixar fasse un retour négatif à Adrian Molina, et il a quitté le projet juste après. Il a laissé la place à 2 autres personnes, 2 réalisatrices qu'on voit effectivement créditées au générique de fin, Madeleine Sharafian et Domichi. Et après tous ces bouleversements, il y a d'autres créatifs qui sont partis en cours de route en voyant les changements que le film avait subis. C'est donc assez triste d'imaginer que Pixar et Disney, qui ont longtemps été considérés comme des entreprises woke à Hollywood, cherchent à s'aligner sur une vision beaucoup plus consensuelle et dominante de la représentation. Moi, j'ai malgré tout eu l'impression de voir un film qui avait effectivement un sous-texte queer très léger et j'ai beaucoup apprécié le film. Donc, je vous le recommande, mais je pense que c'est quand même important de mentionner tout ce qui se passe en coulisses actuellement et évidemment de rappeler que le cinéma est toujours politique. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. Si ça ne vous a pas plu, je ne veux pas le savoir, laissez-moi me faire des films. Si vous ressemblez à Pedro Pascal et que vous possédez un appartement qui coûte 12 millions d'euros, je ne crois pas au mariage, mais franchement, ça peut se négocier. Anaïs se fait des films va faire une petite pause parce que je suis fatiguée. On se retrouvera dès fin août, peut-être dans un endroit où on regarde des films et où on mange de très bonnes pâtes. En attendant, vous pouvez quand même continuer à m'écouter parler pendant des heures. Ça se fera dans le podcast Amis que je co-anime avec Marie Telling, dont vous avez pu entendre tout le génie dans cet épisode. On fait un hors-série de l'été et ce hors-série est consacré à la saga cinématographique Hunger Games. Dans chaque épisode, on redécouvre un volet de la saga et on le débriefe ensemble. Il se trouve que moi, j'avais très peu de souvenirs de la saga, donc c'est un peu comme si je les voyais pour la première fois. Vous pourrez donc entendre ces épisodes dès la semaine prochaine et puis nous, on se retrouve à la fin de l'été. Bisous, buvez de l'eau. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Et au fait, je t'ai pas dit. Ouais. Anaïs, elle se fait des films. Mais non.